Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 19 février au 25 février 2024. Nous commençons avec Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite qui ces dernières années s'est engagée dans des méga-projets afin de réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et de diversifier son économie. Vous savez, on a parlé notamment du fameux projet NEOM, cette grande The Line, la grande ligne dans le désert, cette espèce de double miroir de 300 mètres de haut qui doit s'étaler sur plus de 100 km de long. Projet tout à fait pharaonique, mais ce n'est pas le seul, il y en a en réalité beaucoup d'autres projets. Et récemment, le pays a donc lancé plusieurs initiatives d'investissement massif de cette sorte. Il y a notamment un plan de 100 milliards de dollars dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs, et la construction d'un complexe immobilier de 48 milliards de dollars en forme de cube, et aussi la création d'une compagnie aérienne internationale. Mais la réalité, c'est que ces projets pharaoniques ont entraîné une très forte diminution des réserves de trésorerie du fonds souverain saoudien, le PIF. Je ne sais pas ce que c'est, c'est marrant, ça s'appelle le PIF. Je ne sais pas quel est l'acronyme exactement. En tout cas, le PIF a chuté de près de 75%. Il est aujourd'hui à environ 15 milliards de dollars depuis l'automne dernier, qui est le niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2020, date à laquelle le montant de ce fonds est publié. Pour combler les déficits, l'Arabie Saoudite a décidé de recourir à l'emprunt et envisage également une nouvelle vente d'actions de Saudi Aramco, le géant pétrolier national, sur le marché boursier. Malgré ces défis financiers, il n'y a pas de crainte immédiate d'effondrement financier pour le pays, qui bénéficie encore d'une large marge de manœuvre budgétaire, puisque le niveau d'endettement reste raisonnable avec un ratio dette-PIB qui est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne selon le Wall Street Journal. Cependant, on commence à s'interroger sur certains grands projets qui pourraient être éventuellement retardés ou bloqués, y compris le fameux projet NEOM dont je parlais, qui lui est évalué à 500 milliards de dollars. On peut se poser la question de savoir donc si ces projets resteront, comme d'aucuns ne cessent de me le répéter, comme des chantiers non terminés, voire à peine commencés dans le désert parce qu'il n'y aura plus d'argent en Arabie Saoudite. Je veux croire que non, parce que ce sont quand même des projets assez enthousiasmants, le genre de choses qu'on ne fait malheureusement plus en Europe, mais que c'est le genre de choses qu'on faisait en 1900, en tout cas on avait l'esprit pour le faire. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas pour eux, mais effectivement il n'est pas impossible que financièrement cela soit plus compliqué que prévu, en particulier avec des cours du pétrole qui se sont stabilisés, qui sont restés modérés. Arménie-France, ce vendredi, les deux pays ont affirmé publiquement leur rapprochement en matière de défense avec la visite du ministre français des armées à Erevan dans le cadre des efforts de l'Arménie pour réduire sa dépendance envers Moscou. L'Arménie a décidé d'initier un processus de modernisation de ses forces armées qui était jusqu'à présent structuré selon des standards hérités de l'ère soviétique. En outre, l'Arménie a signé ce vendredi un contrat pour l'achat de fusils de précision avec la société française PGM. Le montant de l'accord n'a cependant pas été divulgué. Paris s'est également engagé à former 5 militaires arméniens à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan. De plus, une lettre d'intention a été signée pour des discussions sur l'acquisition par Erevan de missiles à courte portée de la société française MBDA. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également annoncé sa suspension de la participation de l'Arménie à l'Organisation du traité de sécurité collective, ce que j'appelle souvent l'OTAN russe, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre de quoi il s'agit. Dans ce contexte, ce dimanche 25 février, un communiqué émanant du ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a rapporté que l'armée arménienne avait ouvert le feu sur des positions azerbaïdjanaises près de la colonie de Hyderabad, située dans l'enclave du même nom, à 21h40 ce samedi. Aucune autre information n'a été fournie dans le communiqué, il n'a pas encore été mentionné de riposte du côté azerbaïdjanais, mais cela fait quand même le deuxième incident grave qui intervient ce mois-ci. La dernière fois était arrivé il y a une dizaine de jours, et j'en avais parlé, me semble-t-il, dans le bulletin précédent. Donc la situation continue à s'envenimer, et Nikol Pachinian continue d'affirmer que l'Azerbaïdjan se prépare à une guerre de haute intensité avec l'Arménie. En Afrique, jeudi 22 février, lors d'une déclaration aux médias, Macky Sall, le président sénégalais, a annoncé « Je compte m'arrêter à ce mandat et donc dès le 2 avril quitter mes fonctions de président de la République ».
Cependant, il a décliné la responsabilité de fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle, dont j'ai dit lors du dernier bulletin qu'elle n'avait pas été mentionnée, même s'il avait renoncé au report initial qui devait être en décembre prochain. Une semaine, en effet, la semaine dernière, donc, le Conseil constitutionnel avait, je le rappelle, invalidé le report du scrutin au 15 décembre qui avait été voté par l'Assemblée nationale. Mais l'impossibilité de procéder au vote initial qui était prévu initialement ce 25 février a été écartée, et donc le Conseil a simplement exhorté les autorités compétentes à convenir d'une nouvelle échéance dans les meilleurs délais. Donc voilà, Macky Sall dit c'est pas à lui de régler ce problème. Pour résoudre donc la crise suscitée par cette annonce, Macky Sall, lui, a opté pour un dialogue qui doit être prévu les 26 et 27 février. Dialogue qui doit réunir les candidats retenus et non retenus par le Conseil constitutionnel, les partis politiques, les syndicats ainsi que la société civile et religieuse. Donc on voit qu'il y a une forme d'inspiration du Sénégal de ce qui se fait en France toujours, puisqu'on fait du grand débat pour régler à peu près tous les problèmes. Il y a fort à parier ou à craindre que ce ne soit pas plus efficace là-bas qu'ici. Niger, à l'issue d'un sommet extraordinaire, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, dont le Niger s'est retiré, ont décidé samedi de lever une partie des sanctions imposées au pays, comme annoncé par le président de la commission de l'organisation régionale à Abuja. Les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger seront de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien seront dégelés. Pour des raisons humanitaires, selon les propos du président de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï. La dernière réunion des membres de la CEDEAO remontait au 9 février, lors de laquelle ils avaient appelé à une réconciliation avec les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, tout en les exhortant à demeurer au sein du bloc régional. Sur cette dernière question, vous savez où ça en est, puisque je vous ai dit dans mes précédents bulletins qu'ils l'avaient quitté pour former leur alliance sahélienne. En République démocratique du Congo, les tensions s'aggravent avec une intensification encore du conflit. L'armée congolaise a accusé une nouvelle fois le Rwanda d'avoir lancé une attaque samedi 17 février, donc la semaine dernière, contre l'aéroport de Goma, en utilisant notamment des drones. Cette ville, qui est peuplée de 2 millions d'habitants, est désormais assiégée et la plupart des voies d'approvisionnement sont coupées. J'avais dit que ce siège était en train de se mettre en place la semaine dernière, c'est fait. La ville voisine de Sake, considérée comme le point de contrôle crucial pour Goma, a vu ses habitants fuir en masse. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda et ses alliés du M23 de chercher à s'approprier les richesses minérales de l'Est congolais. Donc c'est véritablement en quelque sorte une guerre de conquête que reproche la République démocratique du Congo au Rwanda. Ces accusations sont également relayées par l'ONU et les États-Unis qui accusent le Rwanda de soutenir le M23, ça j'en avais parlé aussi. Maintenant, le Burundi, dont j'ai également expliqué les tensions, pour l'instant juste orales, envers le Rwanda, a désormais envoyé des troupes composées de soldats Hutus, donc les ennemis des Tutsis qui contrôlent le Rwanda, pour soutenir l'armée congolaise, auxquels se sont ajoutés des militaires sud-africains. Des mercenaires et d'autres milices Hutus prêtent également main forte à l'armée congolaise, tandis qu'une alliance lie la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Cette situation accroît le risque d'une escalade régionale dans une région qui est l'une des plus stratégiques au monde en termes de ressources naturelles. Donc la situation clairement s'envenime depuis que j'ai commencé à faire ce bulletin géopolitique. Aux États-Unis, les agences de renseignement présentent des opinions divergentes quant à la possibilité d'une menace de guerre spatiale russe, mais la gravité de la situation a conduit le pays à informer les alliés d'Europe et d'Asie tout en demandant à la Chine et l'Inde d'intervenir pour dissuader la Russie. Donc la mayonnaise monte autour de ce sujet. Les services de renseignement américains ont averti leurs alliés européens les plus proches que si la Russie devait déployer une arme nucléaire dans l'espace, cela pourrait probablement se produire dès cette année. Cependant, la Russie pourrait choisir de lancer une ogive à blanc qui ne présente pas de danger réel afin de maintenir le doute sur ses capacités nucléaires. Cet avertissement survient après que des responsables du renseignement américain ont organisé en urgence une série de briefings classés secret défense pour les alliés de l'OTAN et de l'Asie sur les intentions russes, en réponse à l'alerte lancée la semaine dernière par le président républicain de la Commission sur les renseignements de la Chambre des représentants, Mike Turner, concernant cette menace potentielle et dont j'avais parlé. Simplement, là, je voudrais réfléchir à nouveau, parce que ce à quoi on a pensé d'abord à propos de cette arme, ce qui a été suggéré, c'était une arme nucléaire dans l'espace. Donc éventuellement, tout de suite, ce qu'on imagine, c'est une espèce de tir en chandelle, un positionnement de missile, et il explose, et ça fait une impulsion électromagnétique qui grille les satellites, mettons. Mais c'est vrai que jusqu'ici, je vous avais parlé que de satellites, alors qu'il faut développer un petit peu ce que j'appellerais l'hypothèse Cylon, dont je parle depuis des années, c'est en référence aux méchants dans Battlestar Galactica, parce que pour ceux qui n'ont pas vu
La série Battlestar Galactica, ça commence par une attaque. Les Cylons sont les ennemis de l'humanité depuis très longtemps. Et en fait, il y a une nouvelle guerre qui commence alors qu'il n'y avait pas eu de guerre depuis longtemps. Ça commence par des attaques qui sont plutôt des cyberattaques, etc., mais qui mettent en panne tous les systèmes des humains qui sont ainsi battus en une journée parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et donc, il y a un côté très... que ce soit dans les Chinois avec leur manœuvre de cyberguerre ou avec cette idée de griller les satellites d'un coup, il y a un côté Cylon. Ce qu'on appelle l'hypothèse Cylon, c'est la façon d'essayer de détruire les infrastructures ou de griller les capacités normales électroniques de communication pour avoir des victoires très importantes, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça pourrait arriver, parce que tout simplement, jusqu'ici, les télécommunications n'avaient pas la même importance. Encore pendant la Seconde Guerre mondiale, vous ne pouviez pas mettre un pays à l'arrêt comme ça en faisant péter une bombe qui grillait les circuits électroniques. Ça ne marchait pas. La plupart des choses continuaient à marcher. Vous pouviez avoir des pannes électriques, mais c'est tout. Ça ne bloquait pas absolument tout. Alors que nous, on dépend de l'informatique électronique, donc ça serait catastrophique. Et c'est vrai que depuis que cette menace a été évoquée par les États-Unis, j'ai essentiellement parlé, à la suite de ce qui avait été mentionné, le fait que donc il pourrait y avoir des tirs qui viseraient à griller essentiellement les satellites. Mais la réalité... Et donc j'y ai repensé parce que j'avais fait un article il y a très très longtemps, ça devait être en 2016, un truc comme ça, sur mon ancien blog, où je m'interrogeais sur la capacité américaine à l'époque à faire ce genre de frappe, par exemple sur la Russie, pour genre couper le jus sur toute la surface de la Russie. Et dans cet article que j'avais créé à l'époque, je m'étais intéressé notamment au cas du X-37, qui est un gros drone navette spatial américain, d'abord développé par la NASA mais qui a été repris par la DARPA, donc le service de l'armement, l'agence de recherche en armement des États-Unis, et l'US Air Force. Et à partir de 2004, ça a été mis sous projet confidentiel. Donc il y a eu un tas de rumeurs sur à quoi servait cette navette, justement désactivation de satellites, etc. Bon. Mais on en parlait surtout pour les Américains. Et on se demandait ce que ça pouvait être. Donc ce que j'avais suggéré dans cet article, j'étais allé chercher un petit peu comment ça fonctionnait, ce qu'on savait sur les impulsions électromagnétiques nucléaires. Et en fait, avec une explosion de 100 kilotonnes à 100 km d'altitude, vous pouviez déjà griller une bonne partie des circuits électriques ou électroniques sur à peu près la moitié du territoire américain. Bon, 100 km, ça fait très bas pour tirer, donc sans doute qu'il faut monter plus haut, donc il faut des charges plus importantes. Mais en tout cas, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que, pour résumer, jusqu'ici, on s'est surtout posé la question de savoir si cette menace nucléaire russe dans l'espace existait, c'était surtout pour griller des satellites, mais la réalité, c'est que ça pourrait servir pour frapper, pour attaquer le territoire américain lui-même ou le territoire européen, et couper en gros l'électricité, griller les batteries des voitures, etc., sur toute une partie du continent, en prévision d'une attaque au sol russe, hein, voilà, par exemple. Donc si vous paralysez la moitié des systèmes, que vous mettez en panne les véhicules, etc., et que vous coupez les télécommunications sur une aire, j'en sais rien, qui fasse la moitié de l'Europe orientale, ben ensuite vous rentrez là-dedans comme vous voulez, ou quasiment. La défense est complètement paralysée. Ça va bien au-delà donc de la paralysie de satellites. Et donc, ça peut être un missile qui est tiré, mais on peut aussi imaginer que ça peut être une sorte de navette, comme ça, qui peut avoir été mise au point par les Russes, qui contient une charge nucléaire et qui peut la lâcher à la demande, et qui le reste du temps reste en stand-by au-dessus de sa cible, un géostationnaire ou un truc comme ça. C'est quelque chose qui est possible. Alors c'est pas ce qui est dit par les Américains, mais de toute façon ils sont restés flous, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, ça fait partie des hypothèses qu'il faut avoir, c'est-à-dire que ça peut être encore plus grave, et ça expliquerait un petit peu l'espèce de panique qui est apparue là-dessus tout de suite. Maintenant, j'avais pas entendu parler moi avant de cette histoire de projet russe d'une arme allant dans ce sens, ça faisait pas partie de tout l'éventail que Vladimir Poutine avait mentionné là, en 2018 quand il avait fait sa grande conférence sur les nouveaux armements, les missiles hypersoniques, etc. Donc je ne peux pas être affirmatif, mais voilà, je tenais à souligner quand même cette hypothèse. En Europe, Serbie, le président serbe Aleksandar Vučić a affirmé à l'agence de presse russe TASS que malgré les pressions de l'Occident, la Serbie continuera de s'abstenir d'imposer des sanctions à la Russie. Il a ajouté que concernant des relations entre les citoyens serbes et russes, un ami dans le besoin reste un ami. Il a expliqué que lorsque le conflit en Ukraine a éclaté, la Serbie a d'abord pris une position similaire à celle des autres pays en condamnant le conflit, mais qu'elle a choisi de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Et je rappelle que dernièrement, j'ai évoqué, d'après les discours de Vučić, l'idée que les Serbes espèrent finalement et parient
sur un renversement total de situation en Ukraine qui déstabiliserait la région, qui paralyserait un petit peu l'OTAN, qui permettrait peut-être à la Serbie de récupérer le Kosovo par les armes. Et justement, autre influence russe en Europe, lors d'un congrès des députés transnistriens annoncé récemment et prévu pour le 28 février, une rumeur persistante veut que la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, en Moldavie, pourrait envisager ou organiser un référendum sur son éventuelle annexion à la Russie. Cette initiative pourrait être justifiée par la nécessité affirmée de protéger les citoyens russes et les compatriotes de Transnistrie contre les menaces perçues en provenance de la Moldavie ou de l'OTAN, voire les deux. La population de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie est de 470 000 habitants et environ 1500 soldats russes sont actuellement stationnés dans la région. Il est vraisemblable que cela dépendra énormément de l'évolution du front en Ukraine, mais on comprend que si c'était le cas, cela voudrait dire vraisemblablement que la Russie a toujours la ferme intention de s'emparer de tout le sud de l'Ukraine, y compris Odessa, c'est-à-dire de l'autre côté du Dniepr, pour arriver jusqu'à la Transnistrie et faire cette sorte de jonction de ce côté-là, en ne laissant qu'un réduit dans le nord-ouest de l'Ukraine qui ne serait pas directement occupé par la Russie. Et puis surtout, ça peut aussi vouloir dire que si les Russes se sentent assez à l'aise en Ukraine, ils peuvent décider que, vu que les Ukrainiens sont vraiment occupés sur la ligne de front, ils peuvent ouvrir un nouveau front avec les soldats russes de Transnistrie. C'est aussi envisageable. En tout cas, annexer directement la Transnistrie, ça prendrait, sans avoir ses capacités militaires, ça encourait le risque de voir les Ukrainiens consacrer 10 000 hommes à envahir la Transnistrie pour s'en emparer aussi. Si ça devient un morceau du territoire russe, ça devient frappable, ce qui n'est pas le cas si c'est considéré toujours comme un morceau de Moldavie. L'Union européenne a adopté un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie dans ce contexte, qui marque une première parce qu'il cible désormais les entreprises chinoises et indiennes accusées de soutenir l'effort de guerre de Moscou. Ces mesures constituent le 13e ensemble de sanctions imposées par Bruxelles en réponse à l'invasion de l'Ukraine et visent plus de 200 personnes, de 200 personnes et entités, mais elles ne vont pas jusqu'à inclure des mesures économiques de grande envergure ciblant des secteurs industriels cruciaux. Initialement, Bruxelles avait envisagé de sanctionner les entreprises de Chine continentale, mais a abandonné cette idée sous la pression des États membres, notamment de l'Allemagne, qui craignait de froisser Pékin, puisque l'Allemagne joue toujours sa propre partition en voulant toujours exporter en Chine. Toutefois, la capacité de la Russie à produire une large gamme d'armements malgré les vastes interdictions commerciales occidentales a incité les capacités du G7 à intensifier leurs efforts anti-évasion. Les mesures cibleront 3 entreprises en Chine continentale et une en Inde, ainsi que des entreprises au Sri Lanka, en Turquie, en Thaïlande, en Serbie et au Kazakhstan, selon les documents consultés par le Financial Times. Ces entreprises seront soumises à des restrictions commerciales après avoir été identifiées comme contribuant à la fourniture d'équipements, notamment électroniques et de puces électroniques utilisées par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. En Asie, nous allons parler de la Chine aujourd'hui, puisque selon divers médias et chercheurs, un nombre croissant d'entreprises chinoises mettent en place des départements des forces armées du peuple, les groupes PAFD, les groupes de volontaires chargés de maintenir l'ordre public, qui est une initiative encouragée par les autorités et qui réactive un concept initié par Mao Tse-tung dans les années 60. Trouvez cette info dans un article très intéressant de France 24 que je vous affiche. Les médias chinois restent discrets sur les détails concernant le nombre et le profil des individus qui constituent ces nouvelles milices d'entreprises, mais ce sont des citoyens ordinaires qui sont supervisés malgré tout par l'armée populaire de libération, c'est-à-dire l'armée chinoise, qui leur dispense une formation. Le processus de sélection de ces volontaires demeure inconnu. Par exemple, on ne sait pas si la loyauté au parti est évaluée ou si on attend d'eux une expérience préalable dans l'armée ou les forces de l'ordre. Mais ces groupes armés d'entreprises, qui s'étendent désormais très vite, ne sont pas une nouveauté en Chine. Ils évoquent les souvenirs des plus anciens Chinois, puisque Mao Tse-tung avait initié la création de ces milices dans les années 1950, dans le but de renforcer la coopération entre l'armée et la population locale. Donc c'est une institution des débuts du marxisme en Chine que Xi Jinping tente de faire revivre, en particulier connue sous le nom d'expérience de Fengqiao. Fengqiao, c'est un canton où une purge des réactionnaires avait été menée par une action spontanée de la population, dans le cadre plus large des purges qu'avait décidé Mao Tse-tung lui-même. Donc Mao Tse-tung en gros avait lancé ses propres purges, et dans ce canton,
la population informée de ces purges s'était lancée elle-même dans la purge. Et donc Mao s'est dit, c'est pas mal du coup, s'il suffit d'encourager un peu les gens pour qu'ils se lancent directement dans les purges eux-mêmes au service du pouvoir, c'est un bon outil de contrôle social. Et Xi est, semble-t-il, un grand admirateur de cet épisode. Il a publié des instructions pour le développement de cette expérience et en a parlé à maintes reprises dans ses discours. Et il a même visité le site en septembre 2023, donc il y a 6 mois, pour marquer les 60 ans de cet événement. Après la mort de Mao, l'expérience de Feng Qiao était tombée dans l'oubli, puisque désormais Pékin et la nouvelle constitution, on va dire, après Deng Xiaoping de la Chine, l'idée c'était la promotion du développement économique et qu'en gros, la population serait contrôlée par le développement économique, justement, puisque les gens seraient occupés à travailler, à s'enrichir, plutôt que de s'agiter. Et le fait que ce concept redevienne aujourd'hui à la mode suggère, selon les commentateurs, un changement de paradigme pour le régime, qui considère désormais que le développement économique touche à sa fin, et donc accorde désormais la priorité au contrôle social direct. Ces milices d'entreprises permettent également à Pékin de renforcer son contrôle sur les grands groupes dans la lignée de l'objectif de Xi Jinping de garantir que les entreprises respectent les directives du pouvoir. Mais en plus, ça permet également de créer des supplétifs ou de préparer les gens à un conflit armé, puisque des gens qui auront déjà été partiellement formés par les armées dans ces milices d'entreprises sont plus facilement ensuite intégrables dans l'armée, en particulier si c'est celle-ci qui a eu la haute main sur leur formation. Des éléments supplémentaires de contexte de ces évolutions sont donnés par un autre article très intéressant du Point qui cite une source chinoise bien informée de la situation du pays, selon laquelle la Chine traverse actuellement une crise profonde aux conséquences financières et sociales graves. Selon donc cette source, la confiance a été ébranlée par tous les niveaux depuis la crise Covid. La crise financière est aujourd'hui si aiguë que de nombreux fonctionnaires, surtout des provinces, ne perçoivent plus de salaire. Environ un fonctionnaire sur 5 ne serait plus payé en Chine. Les hôpitaux publics sont également affectés, avec des caisses vides et des rémunérations peu élevées pour les médecins. Cette crise a entraîné une fuite des enfants des hauts dirigeants, ce qui illustre un manque de confiance généralisé, même au sein des élites, dans le système. Donc il faut entendre à quel point, en quelques années, la Chine se remet à ressembler à l'Union soviétique des années 80. C'est assez dingue. Des cadres dirigeants du parti se sentent désormais inutiles, puisque tout est centralisé par Xi Jinping, donc ils passent leur temps à jouer aux cartes, dit la source. Les critiques à l'encontre de Xi sont nombreuses, notamment en ce qui concerne, et ça c'est très intéressant, son absence de formation universitaire, puisqu'il a été essentiellement formé dans les camps de rééducation de Mao, puisque c'était un fils de prince rouge, et qu'il avait été rééduqué à la paysanne selon l'usage de cette époque. Il est reconnu pour ses conséquences politiques, sa grande connaissance de l'histoire ancienne de la Chine qu'il a étudiée pour savoir comment on prend le pouvoir, et donc son comportement d'empereur chinois est très clair là-dessus. Mais clairement, cette crise soulève des interrogations sur les compétences des ministres en général. Jusqu'ici, c'était pas le cas. Vous savez, on avait tendance, et d'ailleurs, c'était un des grands trucs, je sais qu'on répétait beaucoup en Europe, en gros que les Chinois, c'était des types hyper compétents, des super technocrates qui étaient admirés par nos technocrates à nous, d'ailleurs, qui bavaient devant le pouvoir qu'avaient les technocrates chinois, en disant les types sont hyper compétents, ils pilotent, etc. Ils ont toujours dit ça, en oubliant que c'était un régime communiste et qu'en général, la compétence et le communisme, ça va pas tellement ensemble. Donc le fait est que aujourd'hui que la crise s'accélère très fortement en Chine, ça pose la question des compétences réelles de ces ministres, et puisque la plupart en fait des ministres n'ont pas suivi d'études supérieures, tout comme Xi Jinping, y compris aussi le Premier ministre Li Qiang, qui n'a pas non plus suivi d'études supérieures. Et alors je trouve ça extrêmement intéressant parce que les enfants des élites ont souvent été envoyés en Chine faire des études à l'étranger, ou ont même fait des études en Chine, mais des études supérieures importantes. Donc clairement, la population s'est éduquée. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce reproche de ce que les dirigeants n'ont pas fait d'études supérieures, c'est un reproche de jeunesse éduquée, frustrée, bourgeoise, on peut dire. Et ça, c'est typique d'une situation pré-révolution nationale. Le fait que vous ayez une classe éduquée, donc c'est tout simplement que vous avez des élites non dirigeantes qui existent, qui se sont mises en place et qui ragent de voir que ce sont des gens moins compétents et moins éduqués qu'elles qui sont au pouvoir. Et donc que ces critiques soient prononcées à l'encontre de Xi Jinping lui-même et du reste de son gouvernement, pour moi ça dit quelque chose de ce qui est en train de se passer. De toute façon c'est parfaitement cohérent avec ce que je dis sur la façon dont le régime chinois finira par s'effondrer, mais avant ça probablement qu'il faudra
dans une bonne hypothèse, ça s'effondrerait comme le régime soviétique. Enfin, le régime soviétique, il a quand même fallu la guerre d'Afghanistan. C'est pas tombé sans guerre extérieure. Donc, à mon avis, il faudra au moins une guerre par proxy de la Chine pour qu'il y ait cette humiliation militaire. En particulier dans un contexte où il y a une militarisation du régime, puisque je viens de l'évoquer avec cette question des milices. Voilà, alors ça fait un peu analyse de fond pour le coup, ça aurait pu faire un live, ça c'est vrai, mais bon, je pense que c'était important, et comme c'est par rapport à ces 2 articles intéressants que je vous encourage à aller lire, je me disais que c'était bien d'en parler aussi dans le bulletin, puis ça vous rappelle pourquoi vous êtes là aussi, hein. Pas juste pour m'écouter réciter des titres de journaux. Voilà pour ce que je voulais vous dire cette semaine, les actualités qui m'ont paru saillantes. Donc j'ai consacré pas mal de temps à ces 2 morceaux que sont le risque militaire russe, notamment dans l'espace, et cette histoire chinoise, mais ça me paraît vraiment les 2 choses qu'il fallait suivre. Il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé comme d'habitude, hein. Les Houthis bombardés par les Américains encore, les opérations israéliennes à Gaza toujours, de nouvelles frictions Chine-Philippines. Vous savez, de manière générale, ce genre de choses, j'en parle de temps en temps pour faire un point, ou quand c'est particulièrement saillant, ou quand j'en avais jamais parlé avant. Mais c'est vrai que quand c'est des choses qui sont récurrentes, comme tout ce que je viens de citer, au moins sur une période, je dis pas toutes les semaines, voilà, c'est encore arrivé. Parce que j'ai pas l'impression que ça fait partie de choses saillantes qui méritent un commentaire, parce qu'en général, quand j'en ai parlé, j'ai fait le commentaire. Si ça se reproduit, le commentaire est le même. Maintenant, peut-être que vous voudriez savoir, vous préféreriez avoir un bulletin où je rappelle quand même si c'est en une phrase, voilà, il y a encore eu ça, ça continue. À ce moment-là, vous me le direz en commentaire. C'est vrai que je ne vous ai jamais posé la question, mais voilà, autant me le dire si vous le voulez. C'est quand même votre bulletin, c'est pour vous que je le fais, chers souscripteurs, et je vous remercie encore une fois de votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt pour de prochains formats, et ne vous laissez pas faire.